Nous allons donc commencer avec Frédéric Worms, qui est donc philosophe de formation, professeur à l'École normale supérieure, où il dirige, je crois, le Centre international d'études de la philosophie française contemporaine. Il faut signaler Frédéric Worms, qui est connu au travers d'un certain nombre de ses ouvrages et de ses interventions aussi dans différentes émissions spécialisées, est un spécialiste de l'œuvre de Bergson. Il a enseigné auparavant à Lille 3, je crois. Et puis depuis peu, je crois que c'est une affaire de quelques jours, tu as été nommé au Comité consultatif national d'éthique, ce qui est quand même une place importante. Il est auteur de plusieurs ouvrages que vous retrouverez aussi sur la table de la librairie de l'Union Culture, notamment Le moment du soin, un très beau livre de 2012 qui s'appelle Revivre, et puis un petit ouvrage que je vous conseille particulièrement, pour lequel d'ailleurs nous avions fait une revue de lecture dans la revue Institution, qui s'intitule Soins et politique, aux éditions PUF, je crois, c'est ça, et qui est particulièrement intéressant et qui, je pense qu'il est en relation directe avec son propos de ce matin. Frédéric, si tu veux bien. Merci beaucoup, merci de cette présentation et surtout de cette invitation à parler de mon nom ce matin. Évidemment, mon seul nom propre et un des seuls risques et périls. Pour vous présenter une réflexion un peu générale peut-être, mais qui me paraît, dont j'espère qu'elle pourra ouvrir une discussion. En effet, merci d'avoir présenté comme ça, sur la relation de soins d'une manière générale, mais plus précisément sur la spécificité du soin qu'on peut appeler psychique, ou subjectif, ou psychiatrique, et j'y reviendrai dans un instant. Donc je pense que j'ai un peu plus d'une demi-heure. Donc le but de mon propos sera très simple, et repose sur une seule idée ou une seule hypothèse que je vais donc d'abord formuler le plus simplement possible. L'hypothèse que je voudrais vous proposer, et qui est donc en un sens très simple à formuler, c'est que le soin dont je viens déjà de parler, le soin qu'on peut appeler psychique, subjectif, aussi psychiatrique, ce soin n'est pas tant ou n'est pas exclusivement ou ne doit pas être compris peut-être comme un soin spécifique, mais comme une dimension spécifique du soin. Cette distinction peut paraître un peu verbale, un peu rhétorique, mais elle me paraît centrale, et c'est en tout cas l'hypothèse que je vais vous proposer aujourd'hui, que je voudrais discuter avec vous, je la répète donc. Le soin psychique ne doit pas être compris comme un soin spécifique, en quelque sorte isolé, mais comme une dimension spécifique du soin, d'un soin qui pourrait être un soin, je dirais dans n'importe quel cas de soin, doit être un soin complet. Un soin qui, d'une certaine façon, doit toujours à la fois distinguer et articuler différentes dimensions, mais dans un même acte de soin. Telle est donc l'idée unique, et au fond très simple, que je voudrais défendre, et dont je voudrais tirer les conséquences. Essayer de montrer qu'elle est très simple, mais quand même qu'elle a des effets théoriques, je veux dire philosophiques, mais aussi des effets très concrets sur, en tout cas, la conception des pratiques et sur un certain nombre d'enjeux, de manières de comprendre des enjeux, y compris ceux qui sont l'objet de la conférence ou du congrès de ces 2 jours. Mon propos sera donc très simple à mener aussi. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur cette hypothèse, que je répète encore une fois, je vais y revenir, à savoir que le soin psychique n'est pas un soin spécifique, mais une dimension spécifique du soin en général, de tout acte de soin. Et ensuite, je voudrais en tirer 3 conséquences.
mon exposé va comprendre 4 temps très brefs, l'hypothèse et ce qui s'ensuit, 3 conséquences qui s'ensuivent. Rejoignant ainsi, par un biais peut-être inattendu, les questions qui sont débattues ici, et par exemple la question du rapport du sujet, puisque soit subjectif il s'agit, et de l'institution. Je voudrais donc revenir d'abord sur l'hypothèse unique que je voudrais vous proposer aujourd'hui, à savoir que le soin psychique est une dimension du soin en général, une dimension spécifique du soin, c'est-à-dire aussi de tout acte de soin. Je dirais, du gogo sans gravité jusqu'à l'urgence vitale dans une catastrophe individuelle ou collective, un accident de la route ou un tremblement de terre. Pour montrer cette hypothèse, pour démontrer cette hypothèse, là aussi je vais procéder de manière très simple, un petit peu géométrique et donc schématique, mais néanmoins il faut passer par là, un certain nombre de distinctions. Je vais simplement, cette hypothèse requiert 2 étapes, très simples elles aussi. La première étape, c'est d'essayer de montrer que le soin, la relation de soin, mais le soin en tant que tel, le soin dont nous avons tous besoin quand nous avons un problème vital, justement. Au fond, nous avons tous une idée intuitive de ce que recoupe ce petit mot de 4 lettres. Le soin, tout acte de soin, doit être pensé comme un acte global, un acte complet, un acte global. Certains sociologues parlent dans d'autres occasions de fait social total, je dirais un acte global, un acte complet qui comprend plusieurs dimensions, dont une dimension psychique ou subjective, mais au moins 2 autres dont on ne peut pas séparer cette dimension subjective. Il y en a peut-être encore une 4e, mais je la laisserai de côté ici, sauf dans la discussion si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, elle revient très vite dans la discussion, malgré tout. Là, même au petit déjeuner, on en a parlé 5 minutes de manière indirecte en parlant de soins, et donc j'ai été frappé de cette 4e dimension que je vais laisser de côté, et pourtant présente, je dirais, quoi qu'il arrive. Dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui, il faut commencer par la dimension psychique ou subjective. Et de fait, elle est première. Soigner, c'est toujours soigner quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui demande du soin. C'est toujours répondre à une demande ou à un appel. Georges Canguilhem, qui est peut-être le plus grand philosophe de la médecine en France au XXe siècle, dans sa thèse de médecine, c'est un philosophe qui a fait une thèse de médecine en 1943, le normal et le pathologique, résumait cela d'une manière extrêmement simple, en disant que c'est toujours le malade qui appelle le médecin. C'est le malade qui appelle le médecin. Et on peut oublier ce fait parfois quand on est dans la pratique, mais c'est toujours le malade qui appelle le médecin, même si ce n'est pas forcément avec un de ces engins d'appel, téléphonique ou autre, même si c'est juste par un symptôme ou par un cri. C'est donc toujours le malade qui appelle le médecin, et soigner, c'est toujours soigner quelqu'un. Soigner quelqu'un qui a 3 caractéristiques, je dirais, qui est individuel, un individu, qui est global, en effet, et j'y reviendrai même pour revenir, je fais une remarque sur le mot psychiatrie tout à l'heure, et qui est aussi expressif. Expressif. Et c'est là que se niche évidemment la racine de la subjectivité. Le sujet, c'est toujours quelqu'un qui exprime quelque chose. Et en l'occurrence ici, la demande de soin. Et il n'y a pas de soin sans cette demande de soin. Je dirais, je vais y revenir dans un instant, on ne souhaite jamais seulement un homme qui souffre, mais toujours aussi un homme qui appelle, qui pleure, qui crie. Et l'image que nous avons de l'urgence vitale, par exemple l'homme qui tombe à l'eau et se noie, c'est aussi l'image de l'homme qui tombe à l'eau et appelle au secours. Et donc tout soin,
soigne un sujet ou une dimension subjective ou psychique. Et j'entends par psychique, pour l'instant, je ne suis pas dans un dualisme métaphysique ou autre, on est vraiment, pour l'instant, j'entends par psychique exactement ce que je viens de dire, c'est tout, individuel, global et expressif. En un sens, c'est cette expression qui, pour l'instant, définit pour moi la subjectivité. Et dès maintenant, il faut même aller un peu plus loin. On peut dire que non seulement tout soin a une dimension subjective, mais la subjectivité elle-même, je ne m'attarderai pas là-dessus aujourd'hui, est d'une certaine manière l'effet d'un soin. On peut en effet penser qu'une subjectivité à laquelle personne ne répond s'éteint, ne se constitue pas comme telle. Et évidemment, on sait bien que, au fond, non seulement le soin répond à la subjectivité, mais la subjectivité est l'effet du soin. Enfin, peut-être s'exprime, mais si personne n'y répond, encore une fois, donc il y a une fragilité de la subjectivité qui dépend de la réponse qu'on lui apporte, puisque la subjectivité est une relation, une demande. Mais il y a évidemment une autre dimension du soin, et je dirais dans tous les soins, et qui est tout aussi première. Et parler de plusieurs dimensions, ça ne veut pas dire les hiérarchiser, mais ça veut au contraire dire qu'elles sont toutes prioritaires, toutes premières. On ne peut pas choisir, même s'il faut les distinguer. Et la deuxième dimension, pour être très précis, je ne la dirais pas corporelle, ni organique. Parce que si on la dit corporelle ou organique, ça voudrait dire que dans le psychique, il n'y a aucune intervention du corps. C'est pas ça la vraie distinction. Il faut donc tout simplement la dire objective. Il y a, à côté du soin subjectif, il y a un soin objectif. Et qu'est-ce que j'entendrais ici par objectif? Le soin objectif, c'est le soin qui consiste à traiter comme tel le problème qui menace, qui atteint la continuation de la vie de l'individu en question. C'est isoler le problème, l'objet du soin. Par exemple, encore une fois, l'homme qui se noie, il faut plonger, il faut lui tendre un bâton, bref, il faut résoudre le problème objectif de la noyade. Il ne faut pas seulement répondre à cet appel, mais il faut résoudre ce problème. L'objectif, c'est donc le problème isolé auquel on répond par une technique déterminée. Et bien entendu, tout soin est objectif. Tout soin a une dimension objective. S'il y a soin, c'est parce que quelqu'un demande à traiter un problème qui, en effet, a toujours une dimension objectivable. Je dirais qu'aucune dimension, aucun soin complet n'est que subjectif. Il y a toujours une dimension objectivable, quelque chose à quoi on peut apporter un remède par une technique. Et encore une fois, c'est pas parce que tout soin a une dimension subjective qu'il existerait des soins entièrement subjectifs. Et le contraire du sujet, c'est pas forcément ce n'est pas le corps ou l'organisme, c'est l'objectif au sens que je viens de dire. Et bien malin qui peut distinguer les deux, qui peut séparer les deux, qui peut hiérarchiser les deux. Faut-il d'abord, encore une fois, répondre à l'appel de l'homme qui se noie ou sauter pour plonger? En fait, on fait les deux en même temps. De même que lui fait les deux en même temps. Quand il tombe à l'eau, il sent qu'il affronte un danger et il appelle. De même, y répondre, c'est à la fois y répondre par un acte subjectif et par une technique. Par exemple, il vaut mieux savoir nager pour aller sauver un homme qui se noie. Et de même, le bébé qui vient de naître, à la fois, il est fragile, objectivement, il faut le nourrir ou l'envelopper, et en même temps, il crie. Et il faut aussi peut-être répondre à ce cri par une parole qui peut souvent être mélodique, parce qu'au fond, il faut à la fois répondre sur les deux plans. Il y a une troisième dimension du soin que j'évoquerai ici et qui est tout aussi première que les deux autres.
Et cette troisième dimension du soin, je la dirais, alors on peut la dire avec toutes sortes de mots, mais elle est en tout cas à la fois intrinsèquement, je dirais, morale, sociale et politique. C'est que tout soin, et je dis bien tout soin, même ceux que je viens d'évoquer, le bébé qui vient de naître, ou l'homme qui vient de tomber à l'eau, tout soin est une relation de pouvoir ou de dévouement, et sans doute toujours les deux, c'est-à-dire une relation entre deux êtres qui ont une dissymétrie de capacité, ici, d'action. Il y a celui qui ne sait pas nager et celui qui le sait, celui qui est sur la rive et celui qui est dans la tempête. Et qui plus est, et c'est là que ça devient important dans nos sociétés, mais dans toute société à un degré divers, cette dissymétrie de force ou de pouvoir, et aussi de choix. Il y en a un qui dans l'eau, l'autre qui dit est-ce que j'y vais pas. Bon. Eh bien, elle relie et elle sépare en même temps, dans nos sociétés, des êtres qui sont pourtant, et c'est très important, en droit, libres et égaux entre eux. C'est-à-dire, le soin, c'est une différence de pouvoir et de situation sociale, aussi, dans une société qui, en droit, met en relation des êtres libres et égaux. Alors, c'est pas vrai dans toutes les sociétés, mais c'est vrai du soin dans toutes les sociétés quand même. Par exemple, Platon, dans la Grèce antique, distingue la médecine des esclaves et la médecine des hommes libres. Et ce qui l'intéresse, c'est la médecine des hommes libres. Pourquoi? Parce que pour la médecine des esclaves ne pose pas ce problème social et politique. On n'a pas à s'occuper de leur avis, mais, dit-il, c'est justement une violence, et le vrai problème moral de la médecine commence avec la liberté. Le moment où le médecin qui peut ne pas dire, ne pas parler, ne pas se respecter la liberté de son malade, doit quand même le faire. Et donc je dirais, bon, dans tout soin, il y a une relation morale, sociale et politique, et dans nos sociétés, elle est en droit universel. À l'égard du nourrisson, du malade que l'on dit mental, souffrant parfois de graves handicaps psychiques, comme on dit aussi, je vais y revenir, ou du vieillard dément. Néanmoins, il est un être libre et égal en droit au médecin qui le soigne. Et cette égalité de droit va se traduire par des dispositifs indirects pour la faire respecter. Il s'agisse d'un transfert de cette décision à ses parents, ses proches, ses personnes de confiance ou autres. Mais dans nos sociétés, il y a toujours cette dimension qui vient, en quelque sorte, non pas seulement compléter la dimension médicale, mais s'ajouter à elle à côté. Comme si le soignant n'était pas seulement un technicien, ni un sujet, mais aussi une liberté et un pouvoir. Et aussi un dévouement. C'est-à-dire, il est à la fois, je vais pas revenir là-dessus, au-dessus et en dessous de celui qui le soigne, dans le pouvoir et dans le service, dans le dévouement. Et je dirais, tout soin comporte ces trois dimensions. Tout soin complet comporte ces trois dimensions. Et c'est ça la première condition pour dire que le soin psychique est une dimension spécifique d'un soin qui doit être pensé comme global. La première condition, il faut penser le soin comme un acte et une relation globale. Évidemment, la deuxième condition pour parler du soin psychique, c'est que dans cet acte global, il y a une spécificité de la dimension psychique. Or, cette spécificité de la dimension psychique, elle ne tient pas seulement à, je dirais, la part du sujet dans toute demande de soin. Bien sûr, elle y est toujours. C'est-à-dire qu'il y a du soin psychique, comme je le disais, une dimension psychique irréductible, subjective, je devrais dire. Il y a une dimension subjective dans toute demande de soins, encore une fois, même pour un bobo mécanique, même pour un caprice d'ailleurs excessif. Il y a une pathologie du soin qui est aussi l'excès de soins, l'obsession cosmétique du soin. Bon. Mais
évidemment, la spécificité de la dimension subjective du soin va se préciser dans un deuxième aspect, c'est-à-dire dans les fragilités propres de la subjectivité. Vous voulez dire dans les pathologies de la subjectivité, si on élargit le sens du mot pathologie jusqu'à justement ce qui vient menacer un être quel qu'il soit, ici pas les fonctions isolables d'un corps ou d'un sujet, mais le sujet lui-même. Et donc la spécificité du soin subjectif, la dimension subjective du soin, c'est non seulement la part de subjectivité qu'il y a dans tout soin, mais aussi la prise en charge des fragilités de la subjectivité elle-même. Cette prise en charge, elle ne se coupe pas des deux autres dimensions, je vais y revenir, mais néanmoins, elle a une spécificité. Et cette spécificité vient aussi du fait qu'en un certain sens, on le voit, seul un sujet répond à un autre sujet. Et d'une manière globale, qui plus est. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que le soin psychiatrique puisse être coupé des autres dimensions du soin. Il reste un soin, comme tous les soins, il a toutes les dimensions. Mais il relève d'une dimension spécifique du soin et d'une dimension globale qui me semble, je me faisais la réflexion, je pense qu'elle a été souvent faite, marquée par le terme même de psychiatrie, qui a une histoire compliquée, mais je crois qu'il n'y a que 3 termes en français qui ont ce suffixe iatrie, qui vient du grec iatros, le médecin. Les autres disciplines médicales sont plutôt en logie, neurologie, urologie, psychologie même. Au fond, je dirais tout ce qui est en logie est du côté de l'objectivation. C'est pas du tout une faute, c'est nécessaire l'objectivation. C'est-à-dire de l'isolement d'un objet particulier de discours, un logos. En revanche, tout ce qui est en iatrie est du côté du global. Traite non pas seulement un objet isolable, mais un sujet entier. Comme dans la pédiatrie, ou la gériatrie, ou la psychiatrie. Ce sont des disciplines qui ont cette caractéristique lexicale qui n'est pas anodine, à mon avis, de dire c'est global. Pourquoi est-ce qu'on dit iatrie? Parce que c'est une discipline qui implique toute la médecine, parce qu'elle traite de toute la personne. Pédiatrie, il ne traite pas des aspects isolables de l'enfant, il s'occupe de l'enfant. Le gériatre aussi. Donc il y a une dimension globale. Et cette dimension globale, pourtant, et je vais en venir maintenant à mes 3 conséquences, cette dimension globale, elle doit être articulée aux 2 autres dimensions globales, c'est-à-dire elle reste liée aux 2 autres dimensions que j'ai évoquées, objectives d'un côté et politiques, disons, de l'autre. Ça n'est qu'une dimension. C'est curieux, mais c'est comme ça, une dimension peut-être globale et en même temps partielle. C'est-à-dire qu'elle est globale dans quelque chose qui est encore plus complet qu'elle, qui est le soin complet, comme tel. J'en viens maintenant, voilà l'hypothèse, et j'en viens maintenant aux 3 conséquences. Première conséquence de cette hypothèse, c'est qu'il faut toujours articuler ces 3 dimensions. Et en l'occurrence, je vais être très très bref sur mes 3 conséquences que je voudrais vous proposer. Ce qui m'intéresse, c'est la discussion. Comme ça a été dit par Pascal, je ne suis pas compétent concrètement du tout. Je vais juste essayer de proposer une hypothèse et une architecture, une géométrie du problème. Et ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est la discussion. Il faut articuler donc cette dimension du soin aux autres. Et en particulier, je dirais ici, il faut articuler le soin subjectif, on peut dire aussi psychique. Le problème de dire soin psychique, donc il faut le faire, c'est qu'on a l'impression que l'opposition du psychique et du physique, c'est l'opposition de l'âme et du corps. Alors c'est pas vrai du tout, c'est plutôt 2 manières de regarder à la fois le mental et le corporel. Encore une fois, le soin psychique, c'est le soin global qui implique le corps global, et le soin qu'on dit physique, c'est le soin
objectif qui peut inclure, c'est ça à quoi je vais dire maintenant, des parties de notre vie mentale. En effet, première articulation, donc, je suis dans l'articulation des dimensions du soin. De même qu'il n'y a pas de soin objectif sans soin psychique ou subjectif qui l'accompagne, inversement, je pense que, et vous voyez bien que cette première phrase est quand même très, très forte, hein, ça veut quand même dire, même dans la médecine dite généraliste, même dans les spécialités les plus techniques, il y aura toujours un moment du subjectif. Toujours. Vient de paraître aussi au PUF un très beau livre d'un médecin qui dirige un service de SAMU dans le Pas-de-Calais. Il s'appelle L'urgence de l'éthique, l'éthique de l'urgence, l'urgence de l'éthique. Il explique que même quand il arrive dans l'hélicoptère des pompiers, qu'il a une seconde pour faire le tri, comme on dit, sur l'accident de l'autoroute, il lui faut une seconde psychique et morale pour se sentir médecin et pour faire de la médecine. Bien, inversement, on peut dire il n'y a pas de soins psychiques et subjectifs sans dimension objective, sans recours à ce qui peut relever d'un traitement, sans recherche de ce qui peut relever d'un traitement. C'est tout à fait normal, puisque au fond, il n'y a pas de soins, je dirais, sans cette fragilité vitale, ces lésions objectives, ces dangers isolables qui menacent nos vies, y compris nos vies mentales. Alors, je ne reviendrai pas ici sur la distinction du psychique et du mental, mais moi je m'en ferai une idée très simple. Je pense que le mental, c'est plutôt ce qui est objectivable dans notre esprit, et le psychique, c'est le global. C'est une définition comme une autre. Le mental, c'est l'objectivation de l'esprit, et il peut être objectivé, il peut être corrélé à des fonctions du cerveau, il peut être étudié par des techniques scientifiques, et il le faut. Et il donne lieu à des pathologies qui vont faire l'objet de discours en logique, justement, dont la neurologie. Et évidemment, comme tout soin, le soin psychiatrique est aussi un soin objectif, comporte une part, doit même aller au plus loin possible dans ce qui est objectivable de ce qui menace l'existence et du corps vivant tout court et de la subjectivité en lui. C'est cela qui permet de parler de soin. Donc il y a une articulation. Il n'y a pas, je dirais, il ne devrait pas y avoir de drame là-dessus. Ça ne devrait presque pas poser problème. Pourtant, ça en pose pour une raison que je vais vous dire dans ma deuxième conséquence. Deuxième articulation, toujours dans ma première conséquence, première conséquence de mon hypothèse, c'est l'articulation, il y en a deux. Il faut aussi articuler le soin psychique ou subjectif à la dimension morale et politique du soin. Il faut reconnaître, dans tout soin, il y va de liberté et d'égalité, qu'il faut prendre au sérieux les relations entre liberté dans le soin, la part du pouvoir ou de la violence, d'ailleurs dans les deux sens, et que la demande de soins, c'est aussi une demande morale de justice entre des êtres libres. Le sentiment de violence que peuvent éprouver des soignés ou des soignants fait partie de la question du soin. Doit être, à mon avis, distingué du soin psychique comme tel, mais articulé avec elle. Et de même, la dimension de l'égalité. L'un des intérêts de la notion de handicap psychique, qui est apparu dans la loi progressivement, c'est justement de reconnaître la dimension sociale du trouble psychique. De la mettre sous le signe de la prise en charge par la société, et donc de ne pas nier la question de l'égalité dans le soin, d'en prendre soin. Donc il faut prendre soin aussi, je dirais, de cette dimension spécifique de la liberté et de l'égalité, de la violence et de l'injustice sous toutes ses formes.
Mais il faut en prendre compte comme de dimension du soin, et non pas comme autre chose que du soin. Prendre soin des limites du soin, je dirais, de la violence ou du pouvoir, ou de l'abus du pouvoir aussi, hein, ça n'est pas faire autre chose que du soin. En particulier, c'est un point que d'abord très vite dans Soins et politique, mais je pense qu'il faudra en faire une thèse générale, on ne passe pas du soin à la sécurité. Au contraire, la sécurité doit être pensée comme une des dimensions du soin. Et ça n'est pas rien de dire ça, je pense que ça changerait profondément nos conceptions de la sécurité, de la penser comme une des dimensions du soin, et non pas comme autre chose que le soin qui devrait l'emporter sur le soin. Et il ne faut pas nier qu'il puisse y avoir de la violence individuelle et sociale, et que cette dimension-là est une dimension de tout soin, mais même dans le soin parental, amoureux, etc. Telle est la première conséquence. Donc, il faut articuler ces dimensions du soin. Elles sont distinctes, mais le soin complet repose sur leur articulation. Évidemment, il y a une deuxième conséquence. Deuxième conséquence de mon hypothèse. La deuxième conséquence de mon hypothèse, c'est que l'articulation doit maintenir la distinction, et ce n'est pas seulement rhétorique, en réalité ce que je propose peut avoir des conséquences très concrètes, hein. Et maintenir la distinction, ça veut dire quelque chose de très précis, ça veut dire s'opposer à des empiètements. S'opposer à des empiètements. Un empiètement, c'est quand une dimension du soin vient mordre sur une autre, on pourrait dire. Il y a un philosophe américain, Michael Walzer, qui a écrit un livre important qui s'appelle Les sphères de justice, où il explique qu'il y a des sphères de justice. Il y a des sphères dans la vie sociale. Donc il y a la sphère économique et il y a la sphère politique. La sphère économique a son fonctionnement, la sphère politique aussi, et l'injustice commence quand le politique vient empiéter sur l'économie, sur le politique, par exemple, quand l'économie vient empiéter sur le politique, par exemple, sous forme de corruption. Il prend beaucoup d'autres exemples. Il y a une sphère de l'honneur, il y a une sphère de la connaissance, c'est pareil, aussi mais il en est de même pour les dimensions du soin. Au fond, les distinguer, ça veut juste dire refuser leurs empiètements. Et il y a deux sortes d'empiètements, évidemment, qui sont très, très clairs, et qui menacent le soin psychique, qui est en un sens beaucoup plus fragile que le soin objectif. Le soin objectif n'est pas fragile parce que, précisément, il a pour lui ce qu'on appelle le traitement, c'est-à-dire le fait de résoudre des problèmes vitaux, et au fond, l'urgence du problème vital, elle s'impose à tout le monde. L'urgence de la demande subjective aussi, mais enfin, elle est fragile. Or, évidemment, il y a deux types d'empiètement. Il y a un empiètement, de toute évidence, quand le soin objectif prétend éliminer la dimension subjective du soin, qui reste toujours présente. Même un malade qui n'aurait plus du tout son esprit, comme on dit, garderait une sorte d'expression subjective de sa souffrance, et cette souffrance se propagerait aussi aux autres sujets qui l'entourent, la subjectivité étant relationnelle, à ses proches, à ses amis, à ses enfants, que sais-je. Et donc il y a toujours une dimension subjective du soin. Il n'y a aucune situation où il n'y en a pas. Ne serait-ce que sur les autres sujets, encore une fois. C'est si vrai que même la mort n'abolit pas la dimension subjective du soin, puisqu'il faut prendre soin même de la mémoire et que le deuil est encore. Le deuil est une souffrance subjective, nous montre bien que on ne peut pas réduire le soin à simple évitement de la mort, même si c'est sa priorité. Il se prolonge au-delà, ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, je ne vais pas entrer sur la question de la mort, mais bon. Évidemment, le deuxième empiètement dont il faut parler, c'est l'empiètement du politique, de la dimension que j'ai appelée politique, sur la dimension psychique. Or, cet empiètement, il va se manifester lui aussi par un réductionnisme objectif, souvent neuronal, mais il y a un réductionnisme politique.
Et ici, il est très clair qu'il va se traduire par deux choses. Disons, je dirais, une soumission du soin au légal, sous toutes ses formes, y compris au pénal, et une soumission du soin à une logique économique, entendue comme réductrice. Alors même qu'il faut tenir compte des aspects de justice, y compris légaux du soin, il y a besoin d'un cadre juridique et il y a besoin d'un cadre économique. Mais qui ne doivent pas, évidemment, faire disparaître la dimension psychique, laquelle en réalité, dans sa spécificité, fait partie de la justice. Il fait partie de la justice de considérer que tel ou tel handicap psychique disculpe pénalement, enlève la responsabilité de celui qui a commis l'acte, même si on tient compte de l'acte, même si on répare l'acte, on est dans la justice. Il fait partie de la justice de tenir compte de cette dimension psychique. Et de même, il fait partie de l'économie d'une société, et même de son efficacité, de faire de la place aux soins psychiques. Le soin psychique, le soin subjectif, appelle à des effets de justice et de bien-être, on pourrait dire social et économique, qui ne peuvent pas être évalués par une autre logique que la sienne, mais qui ont des effets. Il est évident qu'une société qui tient compte de toutes les dimensions du soin, et qui donc investit aussi dedans, y compris économiquement, n'en souffrira pas économiquement. Et donc, comme je suis déjà un peu en retard, je vais venir à mon dernier temps, justement, ma troisième conséquence. J'étais très vite sur la deuxième, mais bon, c'est la toile de fond de la discussion, je vais la laisser de côté. Et j'en viens à mon troisième et mon dernier temps, qui est peut-être le quatrième, mais la troisième conséquence de mon hypothèse. Et la troisième conséquence de cette hypothèse, justement, je viens d'y introduire en partie, c'est le rôle de l'institution. Le rôle de l'institution face à ces différentes dimensions du soin. Je vais d'abord commencer par une distinction très simple, puisque vous avez dans votre titre la notion d'organisation. Moi, je fais une distinction entre organisation et institution. On pourrait parler seulement d'organisation si on avait une seule sorte de soin. Et c'est notre image spontanée du soin, ce qui est une erreur, à mon avis. De dire le soin, c'est une certaine technique qu'on vient dispenser pour résoudre un certain type de problème avec certains moyens sociaux. À la limite, il n'y a que des troubles objectifs et des moyens objectifs, et l'organisation, c'est la répartition de ces moyens pour traiter ces troubles. Or, je dirais, l'institution, c'est autre chose. L'organisation, c'est la mise en place des moyens pour traiter des problèmes dans le même domaine, et l'institution, c'est plutôt l'inscription, y compris symbolique, des différences entre les dimensions du soin. L'institution, c'est donc pas l'organisation sur un seul niveau, c'est pas le système de soins, c'est l'organisation. Mais l'institution, c'est autre chose. L'institution, c'est la reconnaissance des dimensions du soin comme tel. Il y a le système des soins, le système de santé, et il y a l'institution des dimensions du soin. En ce sens, l'institution a pour rôle, je dirais, d'isoler le soin psychique dans sa spécificité, de l'isoler partout. Encore une fois, il y a un moment psychique, y compris dans les consultations médicales objectives, et de l'isoler dans sa spécificité psychiatrique. Mais elle a aussi pour rôle d'articuler les dimensions du soin, de ne pas les couper les unes des autres. Par exemple, d'expliquer les politiques du soin, d'expliquer les choix économiques, et d'articuler la justice, par exemple quand il y a eu un acte de violence, et le soin. Donc c'est ça le rôle de l'institution, c'est d'isoler et d'articuler. C'est le symbolique. Et au fond, je terminerai, c'est la troisième conséquence, je terminerai par une remarque de conclusion très simple, que ce que j'ai voulu essayer de vous montrer, et c'est vrai que c'est au cœur, il me semble, de différentes questions, c'est que seule une idée élargie du soin permet de penser tous ces problèmes. Une idée qui comprend toutes les dimensions du soin. Une idée que j'appellerais large et en même temps critique du soin. Critique, c'est-à-dire qui fait des distinctions.
Seule une idée élargie du soin le permet. Et elle permet de dépasser deux erreurs, deux contresens sur le soin psychique. Un premier contresens qui dirait que le soin psychique, c'est un soin objectif comme un autre. Et la deuxième erreur, c'est de dire que le soin psychique, c'est plus du tout du soin. Parce que la spécificité du subjectif ferait que ce serait plus du soin. Ce serait par exemple la pure parole, du langage, du sens, c'est pas du soin. C'était une tendance d'une certaine psychanalyse en France, en particulier. Démontrer que le psychique ne relève plus du tout du soin, parce que le soin c'est le médical, l'objectif. C'est une erreur aussi, à mon avis. Il faut au contraire penser le soin subjectif comme une dimension spécifique du soin, c'est-à-dire aussi de nos vies.